Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu particulière, il s'agit de l'interview de Arnaud Manzanini qui a réalisé il y a quelques années la Race Across America et qui depuis l'année dernière a lancé une petite sœur à cette course-là, c'est la Race Across France. C'est une course que je trouve intéressante puisqu'elle permet de découvrir le bikepacking peu importe son niveau, puisque c'est une course qui propose différentes longueurs de parcours et différents modes, c'est-à-dire soit avec ou sans assistance, ce qui permet différents défis et différentes approches du bikepacking. Tout de suite, on commence avec l'interview de Arnaud Manzanini. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci de répondre à ma petite interview. Merci à toi de m'inviter. Donc voilà, je suis content, c'est la première fois que j'en fais une, donc j'espère que ça se passera bien. Donc Arnaud Manzanini, raconte-nous un peu qui tu es, ton passif par rapport au vélo. Alors, j'ai 46 ans, j'habite Paris depuis 2 ans, je suis originaire de Lyon, j'ai vécu la majeure partie de ma vie et j'ai découvert le cyclisme très tôt dans mon enfance, mais ma première licence a été prise, j'avais 18 ans, donc classique hein, en Fédération française de cyclisme. J'ai démarré à l'époque c'était des catégories, donc j'ai démarré tout en bas, la 4e catégorie, et puis j'ai rapidement eu mes premières victoires qui m'ont amené quelques années plus tard sur le niveau élite, élite première catégorie, donc je n'ai jamais été professionnel. J'avais pas la caisse comme on dit, hein, très clairement je connais mes limites, mais j'ai toujours été un bon niveau national, donc j'étais un bon coureur au niveau national, mais sans aller faire de grosses performances. Et puis je m'étais toujours dit, si à 25 ans je ne suis pas coureur professionnel, je rentre dans la vie active, ce que j'ai fait. Donc là il y a eu une grosse coupure au niveau sportif pendant je dirais 8 ans. Et puis, suite à une opération, le chirurgien m'avait dit de faire un petit peu de sport, donc j'ai repris le vélo, et puis là j'ai retrouvé deux copains, et puis j'ai repris une licence en FSGT, et puis là j'ai gagné de très belles épreuves en FSGT, des courses par étapes notamment, mais arrivé à un moment donné, en 2009-2010, j'en avais un petit peu marre de tourner autour d'un clocher ou de courir après d'autres coureurs, j'avais vraiment envie d'aventure. Voilà. Et donc je me suis renseigné un petit peu sur internet, à savoir qu'est-ce qui se faisait aujourd'hui dans le monde qui me permettait de vivre une aventure sur mon vélo. Il y a eu en 2010 aussi un moment important pour moi qui était un vrai changement de vie au niveau familial, et puis donc j'ai découvert cette épreuve aux États-Unis qui s'appelle la Race Across America, la mythique RAM, qui existe à ce jour depuis 40 ans et que très peu de Français avaient fait. Et que très peu de Français connaissent déjà de base. Que très peu de Français connaissent, que très peu de Français avaient fait, que très peu de Français avaient terminé. Et donc j'ai découvert cette épreuve et je me suis dit, c'est génial, un jour je veux faire cette épreuve. Et j'ai regardé, j'ai vu que des Français l'avaient fait, et ça m'a étonné, je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Des Français ont terminé cette épreuve qui est de parcourir le continent nord-américain en moins de 12 jours, donc 5000 km avec assistance, et personne ne les connaît. Et donc ça m'a vraiment surpris et étonné. Donc moi je me suis rapproché de ces gens-là, je les ai tous contactés, et je leur ai dit, voilà, moi j'aimerais un jour faire cette épreuve, qu'est-ce que tu peux me conseiller, quels conseils tu peux me donner sur l'alimentation, ce genre de choses, la stratégie. Tous m'ont souhaité bon courage et m'ont dit mais si tu ne fais pas que ça, si tu travailles, tu ne pourras jamais faire la Race Across America. Et moi dans ma tête je me suis dit si, je pourrais le faire, il a dit qu'ils le font, donc je pense qu'il ne faut pas faire que ça pour faire la Race Across America. Et donc j'étais présent au départ en 2013 par équipe de 2. On a terminé en 8 jours et 2 heures. Et puis, ça représente combien de kilomètres par jour écoute, ça fait 5000 bornes. On a été très lent puisqu'on a eu des soucis dans l'équipe qui nous ont énormément retardés. Donc avec assistance, on était 2 coureurs, on avait 6 personnes autour de nous dans l'assistance, ce qui était pas assez. Parce que tu ne t'arrêtes pas en fait. La course continue tout le temps, c'est-à-dire que quand on a un qui est sur le vélo, l'autre continue à pédaler. Ce qui veut dire que pour les équipes d'assistance, c'est très compliqué parce qu'eux non plus n'ont pas de phase de repos complète et un sommeil réparateur dans un endroit qui ne bouge pas, puisque ce que je veux te dire par là, qui ne bouge pas, c'est que toi, quand tu n'es pas sur le vélo, tu te reposes dans le camping-car, mais le camping-car, il est toujours en mouvement. C'est compliqué. Et dans un vieux camping-car aux États-Unis, parce qu'on n'a pas les budgets, les moyens de prendre un beau camping-car confortable, quand tu roules à 40 à l'heure, quand tu es à l'arrière en train d'essayer de dormir, tu as l'impression que tu roules à 300.
Ouais. Donc tu ne te sens pas vraiment en sécurité, donc c'est difficile de te reposer de manière à avoir un sommeil qui est réparateur. Donc c'est une épreuve très très éprouvante et on était 6, enfin ils étaient 6 dans l'assistance et c'était pas assez. Et les problèmes qu'on a eu, c'est qu'à un moment donné, on a été obligé de tous s'arrêter dormir. Et quand tu t'arrêtes en ultra distance, tu sais très bien ce que c'est. Le chrono continue à tourner, le temps continue à tourner, et au bout d'un moment, tu fais un temps qui n'est pas extraordinaire. Voilà. Comme quoi aussi le fait d'avoir une assistance, ça règle pas tous les soucis, quoi. Ça règle pas tous les soucis. Ça peut même impliquer d'autres soucis. C'est ce que j'allais dire, ça peut même générer d'autres soucis. En tout cas, quand tu pars avec assistance, il faut choisir tes assistants en fonction de leurs compétences, et que toutes les compétences fassent en sorte que tout fonctionne et que l'équipe soit performante. Donc ça, c'est un vrai choix. Le mécanicien, il faut des chauffeurs. Des chauffeurs, ce sont des gens qui sont capables de rouler toute une nuit à suivre un gars en vélo à 12 km/h dans un col, sans s'endormir. Parce que tu as aussi des assistants qui s'endorment au volant et qui renversent le coureur. C'est arrivé. Donc il faut vraiment penser à... Beaucoup pensent qu'on est, comme ce que tu fais, pensent qu'on est fou pour faire ce type de discipline, mais bien au contraire, tout est préparé, tout est étudié, et tous les petits détails, on doit trouver une solution, ou d'envisager une solution avant le départ. Il n'y a pas de place pour le hasard. Surtout pas, sinon tu mets ta vie en danger en fait. Voilà. Donc je l'ai fait en 2013, et puis... Donc une deuxième participation. Et je me suis dit, il faut que j'aille au bout des choses, il faut la faire en 2015 seul. Donc 5000 km en moins de 12 jours, ce qui représente un minimum de 400 km par jour, à traverser le continent nord-américain, donc 13 États des États-Unis d'Amérique. Et donc j'ai réussi cette traversée en 2015 avec une équipe extraordinaire autour de moi, qui m'a permis d'arriver sur ce niveau de performance-là, puisqu'aujourd'hui j'ai le meilleur temps français sur cette traversée qui est de 11 jours et 2 heures. Jusqu'à ce que je participe. C'est ce que j'allais dire. Alors, j'allais pas dire jusqu'à ce que tu participes, mais j'allais dire qu'il peut être optimisé de manière considérable, parce que je sais où j'ai été performant, mais je sais aussi où j'ai péché. Et si demain je retourne sur cette épreuve, tu seras forgé d'expérience. C'est pour optimiser ce temps, parce que je sais qu'il peut être battu, mais physiquement j'avais 9 jours dans les jambes, mais j'ai péché dans le fait d'avoir envie de m'arrêter souvent, de ne pas être dans la performance. Donc c'est un temps qui est aujourd'hui le meilleur français, mais qui peut être rapidement battu par un Français qui va sur cette épreuve sans aucun problème, ça c'est clair. Et quelle différence tu fais entre avoir roulé avec un coéquipier et le fait de l'avoir fait seul? Alors le fait de rouler avec un équipier est aussi traumatisant, puisque tu roules beaucoup plus vite. Et donc ton rythme est cassé, c'est-à-dire que tu vas rouler 2 heures, tu t'arrêtes 2 heures, tu roules 2 heures, tu t'arrêtes 3 heures, tu roules 4 heures, tu t'arrêtes 1 heure. Donc c'est vraiment un rythme où le corps, il faut qu'il te mette un certain temps pour comprendre ce qui lui arrive en fait. Là je roule, là je dors, là je roule, là je dors, c'est pas un rythme normal. Alors que quand tu es seul, tu es quand même dans la gestion de ton effort. C'est-à-dire que tu gères vraiment ton effort de manière totalement différente, et moi j'ai beaucoup mieux terminé dans le Race Across America seul physiquement qu'à deux. Ouais, parce que j'étais dans la gestion de l'effort, je me connaissais parfaitement bien. Quand tu as un coéquipier, tu dois également te caler sur son effort. Et tu rentres dans un rythme qui n'est pas forcément le tien. Qui n'est pas forcément le tien, que ce soit le repos, que ce soit l'alimentation, que ce soit ta vitesse de croisière, alors que quand tu es seul, tu gères quand même ton effort différemment, et puis tu sais que tu pars pour 5000 bornes. Ce qui est différent de te dire, bon là je fais 1 heure, je me repose 2 heures, je repars 4 heures, voilà. Donc les premiers kilomètres, tu es constamment dans la gestion, et tu ne dois surtout pas te laisser emporter par des moments d'euphorie qui vont te faire rouler à 45, même au bout de 6 jours, ce que j'ai connu, tu vois. Donc tu es vraiment dans la gestion, et puis tu profites beaucoup plus de l'endroit où tu es, du moment que tu vis, même si c'est difficile. Tu te raccroches au fait de te... Enfin, moi ça m'est arrivé, où à un moment donné, c'était compliqué parce que j'ai eu des blessures, mais je me disais, mais regarde où tu es, quoi. Tu es en train de traverser les États-Unis d'Amérique, tu es dans le Colorado, c'est magnifique, profite de ce moment-là. Et c'est les paysages quelquefois qui m'ont tenu éveillé, et donc il faut te raccrocher un maximum de choses, et très rapidement dans ce type d'épreuve, tu ne le fais plus pour toi. C'est-à-dire que ce sont des épreuves qui sont tellement difficiles physiquement, mentalement, physiologiquement, que moi très rapidement j'ai fini cette épreuve pour les gens qui me suivaient, qui m'entouraient, qui m'encourageaient, mes assistants qui étaient derrière moi non-stop, qui étaient mes petits soins pour moi. Rapidement j'ai fini cette épreuve pour eux, parce que si tu le fais pour toi, t'arrêtes au bout de 2 jours en fait, tellement c'est difficile. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as mal partout, moi j'avais une grosse blessure à la selle, donc c'était très compliqué d'être confortable sur le vélo. Et rapidement, en fait, j'ai terminé cette épreuve pour les autres.
et non pas pour moi parce que c'était trop dur. Donc ça a été aussi mon ressort psychologique, c'est de le faire pour les autres et non plus pour soi, sinon j'aurais arrêté depuis bien longtemps. C'est un petit côté moteur, quoi. Complètement, de toute façon, tu es obligé de trouver des ressorts. Et tes ressorts émotionnels et psychologiques évoluent au fur et à mesure de la course. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, ce qui est certain, c'est quand tu finis une épreuve de ce type-là, et je pense que tu vas me rejoindre sur ça, tu n'es plus la même personne et tu sais vraiment qui t'es. Exactement. C'est-à-dire que tu sais quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. En tout cas, tu ressors différent. Alors, je ne rentrerai pas dans le côté psy en disant ta vie va changer, c'est important, il faut faire ce type d'épreuve. Je ne veux pas du tout évangéliser cette discipline, pardon. Mais en tout cas, moi, je le partage parce que tu me poses la question et c'est mon expérience personnelle. C'est qu'à la fin de cette épreuve, au bout de 11 jours, 2 heures et 48 minutes, Arnaud Manzanini du départ n'était plus le même à l'arrivée et sa vie d'après. Il y a eu un changement de direction. Ça c'est clair. Et donc derrière, je me suis dit, mais comment je peux partager tout ce que moi cette discipline m'apporte. Donc il y a un documentaire qui a été fait, qui est sur Vimeo, que vous trouverez en tapant Dreams Cross America. On mettra les petits liens également en bas dans les commentaires. Il y a un livre qui est sorti il y a 6 mois, qui s'appelle Rêve Cross America, aux éditions Rossolis. Et puis j'ai décidé donc de créer ce support en France et de l'importer. Donc je suis très proche des organisateurs américains. Oui, je suis très proche, on est en relation. Alors c'est pas du tout labellisé, franchisé sous forme de licence, parce qu'ils n'ont pas labellisé le concept, mais je suis très très proche d'eux. Donc on échange régulièrement, je les vois 1 à 2 fois par an. Et donc j'ai importé le concept en 2018. Alors quand j'ai importé le concept, j'ai expliqué que j'allais faire découvrir aux Français une nouvelle discipline. Beaucoup m'ont un petit peu attaqué dessus en me disant « Arnaud, t'es bien gentil, mais on sait ce que c'est de faire du vélo, il y a le Tour de France, voilà. » Mais je reste convaincu, et je maintiens ma position, que faire 2600 km en mode chrono, c'est-à-dire avoir un véhicule d'assistance derrière pendant 2600 km, en France, ça n'existe pas. Et personne ne connaît vraiment, puisque très peu ont été faire les États-Unis ou d'autres épreuves dans le monde, mais je suis convaincu que cette épreuve va grandir en France et pour s'installer dans le paysage et devenir une des plus belles épreuves d'ultra-distance dans le monde, puisqu'on a la chance d'avoir des routes mythiques et légendaires qui sont celles du Tour de France. Exact. Voilà. Donc on a fait en 2018 une première année pour tester, voir, prendre des points de repère. On reconduit cette année en 2019 où on se sert des signaux faibles, donc des remarques des participants de l'année passée pour optimiser un petit peu les parcours. Vends-nous un peu le parcours d'ailleurs. Alors le parcours, on passe justement sur les routes mythiques et légendaires du Tour de France, puisqu'on part de Mandelieu-la-Napoule dans le sud. On va faire le Mont Ventoux au bout de 320 km, donc le mythique Mont Ventoux. Une fois qu'on sort du Mont Ventoux, on va faire les routes du Vercors, qui sont magnifiques puisqu'à l'écart de la circulation, on fera un paysage juste incroyable. Et puis derrière, on rentre dans les Alpes. Et on en ressort quelques kilomètres plus loin après avoir traversé des monuments. Donc on enchaîne par l'Alpe d'Huez, le Lautaret, le Galibier, le col de l'Iseran, le Cormet de Roseland, les saisies par Autlus, le col de la Colombière et on sort par le lac d'Annecy. Un gros programme là. Est-ce que tu penses qu'il faut être un grimpeur pour... Est-ce que ça aide d'être un grimpeur? Alors ça aide sur cette portion-là. C'est-à-dire pendant 36 heures, le grimpeur va pouvoir s'exprimer, mais sur les épreuves d'ultra-distance, il faut quand même en majeure partie être un gros rouleur. C'est-à-dire que le rouleur va gérer les ascensions, mais va s'exprimer pleinement. C'est-à-dire que là, notamment sur la race Cross France, tu sors des Alpes Annecy, même si c'est pas plat, on est d'accord. Derrière, tu vas chercher les bords de Loire à Nevers pour t'emmener jusqu'à Chambord. Donc là, par contre, tu peux envoyer un peu des watts parce que tu peux t'exprimer. Et là où on change de parcours cette année, qu'une fois qu'on a Chambord, on pique au nord. Donc on va venir par la forêt de Rambouillet, le Vexin. Et on va aller cette année chercher quelques secteurs pavés pour rajouter un monument pour l'épreuve de la Race Cross France. Plutôt sympa. Voilà, donc des secteurs pavés qui ne seront pas très exigeants pour qu'on n'ait pas un concurrent qui casse sa roue à 300 km de l'arrivée. Secteurs pavés où ils peuvent quand même rouler un petit peu sur le côté, mais je pense que ça peut vraiment être sympa de se dire, moi j'ai fait une épreuve en France qui a regroupé en 2600 km tous les monuments du cyclisme français. C'est vrai que c'est plutôt cool. Ouais. C'est l'objectif, voilà. Et puis l'avant là. Voilà, c'est génial. Et puis on va diluer et aller un peu plus en région, puisqu'on teste cette année, mais on sait déjà qu'on va l'amplifier en 2020.
une épreuve qui va s'appeler l'Ultra Cycling Challenge et qui va regrouper plusieurs épreuves d'ultra-distance en France et on l'espère plus tard en Europe et dans le monde. Mais en tout cas, donc, on a cette année la Race Across Île-de-France, on a le Rhône-Alpes, on a la Provence, la Bourgogne-Franche-Comté. Une sorte de championnat? Sur 2020, ça va s'installer comme une sorte de championnat qu'on teste cette année, voilà. Où le format sera le même pour tous par contre. C'est soit un 300, soit un 500 km, soit seul, soit par équipe de 2, et avec ou sans assistance. D'accord. Voilà. Donc d'ailleurs, en parlant de avec ou sans assistance, c'est donc deux formats deux options que tu proposes aux participants de la Race Cross France. Épreuves, Pourquoi avoir fait ce choix-là d'ajouter donc Quand tu fais avec assistance, tu sais tout ce que ça implique pour trouver de l'alimentation, pour s'hydrater. T'as personne qui te tend un bidon, t'as personne qui te tend un sandwich. Ouais. Il faut te débrouiller toi-même, soit dans ta préparation, soit en t'adaptant à la situation que tu vis. Et ça permet de créer des histoires. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est de créer des histoires sur le vélo entre des personnes qui viennent de Thaïlande, des États-Unis, de Pologne, de Russie. Parce qu'aujourd'hui, sur la Race Cross France, on a 15 nationalités. C'est une épreuve qui n'a eu qu'une édition. On a 15 nationalités, on a eu des milliers de vues sur les réseaux sociaux. Et ça va dans le sens de dire, il n'y a pas besoin d'avoir 2000 personnes au départ pour avoir une visibilité mondiale. En tout cas, c'est ce qu'on a eu en première édition sur la Race Cross France. C'est de bonnes choses, c'est de bon augure pour le futur, quoi. Écoute, parce qu'il y a déjà une 2020 qui est prévue. Bien sûr. Oui, non, mais là, est-ce que c'est une annonce que tu nous fais? Ma vision est très très précise sur ça. C'est que je sais où je veux aller. Quel futur tu vois pour la Race Cross France? Alors, c'est vraiment qu'elle soit installée dans le calendrier, que ça devienne une référence au niveau Europe et même mondial. En tout cas, la Race Cross France, c'est déjà une épreuve qui est qualificative pour la Race Cross America. C'est la seule épreuve en France. Voilà. Et j'y vois beaucoup de... Il y en a même très peu en Europe qui sont qualificatifs pour la rame. Il y en a 52 dans le monde. Et effectivement, beaucoup aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, l'ultra-distance existe depuis les années 80. C'est John Marino qui l'a implanté avec la Race Cross America. John Marino, quand il a créé la Race Cross America, il a aussi créé l'UNCA, qui est l'association qui régit le fameux championnat mondial, mais qui est très peu médiatisé. Effectivement, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très peu connu. Ouais. Moi, j'ai la chance d'être très proche des Américains, donc je connais l'histoire. Ils m'ont expliqué la naissance de l'ultra-distance. Pour moi, c'est quelque chose qu'en fait, qui est quasiment totalement inconnu. Quoi. Donc moi je connais l'histoire de cette discipline, je sais comment elle est née. Quand elle est née dans les années 80, donc John Marino a lancé ce concept-là. Il avait signé un contrat avec ABC. Donc, quand tu vas sur Google, tu tapes la première édition de la Race Cross America, tu as une photo où ils sont 5 au départ. Et à côté, tu as 2 personnes avec un gilet jaune. Ce sont des journalistes de la chaîne ABC, puisque les premières éditions de la Race Cross America ont été diffusées sur la chaîne ABC. Donc c'est juste énorme. C'est comme si nous, la Race Cross France, était sur TF1. Sur TF1. Donc tu vois, voilà. Donc, est-ce qu'elle sera peut-être d'ailleurs sur ces panneaux? Mais en tout cas, voilà, j'ai la chance d'être très proche des Américains et j'ai la chance de connaître l'histoire de cette discipline. Et on est très proches, on discute beaucoup ensemble et ensemble on devrait construire l'avenir. Quand je te dis ça, c'est qu'on a conscience de ce qui se passe dans le monde dans l'ultra-distance, mais on sait aussi que c'est un phénomène de mode et qu'il y a des choses à bâtir pour que ça perdure quand ça ne sera plus un phénomène de mode. Tu vois? Effectivement. C'est-à-dire que quand c'est plus un phénomène de mode, si tu n'as rien construit en base, ben ça va retomber. Alors que si tu construis quelque chose une base solide, ben quand le pic de mode redescend, ben tu peux perdurer, si tu as construit des choses solides, tu peux proposer à tous les participants du monde entier quelque chose de concret. Donc on est en train de travailler avec les Américains et différents contacts que je peux avoir autour du monde sur l'avenir au niveau d'ultra-distance. D'accord. Et quel conseil tu donnerais aux personnes qui sont intéressées par la Race Cross France mais qui ne savent pas s'ils doivent plutôt s'orienter sur du avec ou sans assistance? C'est de tester déjà, tout simplement, c'est de tester. Et pour ça, on offre différents formats, puisque par exemple, tu vois, la Race Cross France, donc tu as le Graal, qui est le 2600 km, mais on a aussi fait des paliers pour que justement les gens puissent découvrir, prendre confiance, se tester. Donc on a un premier 300 km qui lui est sans assistance. Donc quand tu fais le 300 km sur la Race Cross France, que ça soit en région ou la Race Cross France du mois de la grande on va dire, tu ne peux pas faire avec assistance. Donc c'est déjà de faire un 300 bornes. Un 300 bornes qui va t'emmener du niveau de la mer au sommet du Mont Ventoux, que tu vas faire en un maximum de 21 heures, c'est le temps limite.
Et déjà, tu vas savoir ce que c'est de rouler de nuit, tu vas pouvoir connaître ton alimentation, est-ce que tu es plus sucré, est-ce que tu es plus salé, puis tu verras qu'au bout du bout, tu es capable de le faire. Même si tu as des moments difficiles dans les 300 bandes, tu vas finir, tu es capable de le faire. Et puis ainsi après, de suite, c'est de te rallonger. dire, peut-être que l'année d'après, ou sur un challenge en région, je vais faire un 500, et puis peut-être un 1100, puis peut-être un jour de dire 2600. En tout cas, moi, pourquoi j'ai créé ce support, c'est pour partager toutes les émotions que ça m'avait fait vivre et procurer aux États-Unis, mais de me dire un jour, si j'ai un Français qui va gagner les États-Unis, parce que c'est jamais arrivé. Si C'est compliqué, il y a quand même du gros niveau. Il y a du niveau, mais tu sais que ça fait 18 ans, voire 19 ans, que c'est un Européen qui gagne la race cross américaine. Le savoir-faire, il est en Europe. Il est même en Autriche et en Suisse. Ouais. Le savoir-faire dans cette discipline. Tu peux donner les grands noms. Voilà, mais le savoir-faire, il est ici. On a Christopher Strazer, notamment avec assistance, qui est un monstre, qui a gagné 4 fois les États-Unis, qui fait 7 jours et 15 heures pour 5000 km. Mets en perspective le truc et tu vas comprendre que c'est une performance juste incroyable. Donc voilà, moi le but c'était de partager, de me dire si demain j'ai un Français qui gagne, qui va faire un podium aux États-Unis, on aura, quand je dis on, c'est parce que on parle de la Race Cross France et des performances que j'ai pu faire et de ce que j'organise, mais je ne suis pas tout seul. J'ai toujours une équipe avec moi parce que c'est comme ça que je conçois le truc, c'est de faire les choses en équipe. En tout cas, si nous, qui organisons la Race Cross France en support, peut permettre un jour à un Français d'aller performer sur la Race Cross America ou sur la TCR ou en Australie, peut-être qu'on aura participé au truc et c'est le but en fait, c'est le moteur. C'est super comme projet. Voilà. C'est vrai que c'est un projet qui va bien plus loin que juste d'organiser un peu une course. C'est facile, tu sais, aujourd'hui, des épreuves d'ultra-distance, t'en as de plus en plus. Donc organiser une épreuve, c'est facile. Après, le plus difficile, c'est comment tu organises cette épreuve. Parce que de dire aux participants, moi je vois plein d'épreuves qui naissent. Je regarde ce qui se passe. J'ai vu même la semaine dernière une épreuve qui se dit ultra-distance, qui propose de relier un monument historique français à la capitale pour 15 €. Moi, en tant qu'organisateur, je ne pourrais jamais proposer ça. Donc peut-être que ça va faire un carton, peut-être qu'il sera complet au niveau de ses inscriptions. Je lui souhaite, mais je ne pourrais jamais faire ça. Pourquoi ? Parce que pour 15 € tu ne peux pas assurer ton coureur. C'est-à-dire que tu vas le mettre sur la route, tu ne pourras pas l'assurer, et tu ne sauras même pas où il est parce que tu ne pourras pas lui donner de GPS pour 15 €. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté sécurité quand même à ne pas négliger. Comment tu peux faire ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, en tant qu'organisateur, je ne mettrai jamais les gens qui s'inscrivent sur la Race Cross France et sur l'Ultra Cycling Challenge sans GPS. Et pour une question de sécurité, je veux savoir où ils sont. Et même, je pense que les familles qui suivent le participant, ça les rassure de savoir où est son mari, où est son frère, où est son fils, tu vois, où est son papa. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je ne pourrais jamais mettre... Enfin, c'est ma vision de... Voilà, tu me poses la question, je te réponds. C'est ma vision de ça. Je vois plein d'épreuves d'ultra-distance qui naissent. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Tu vois, il ne faut pas faire n'importe quoi. Tu veux proposer quelque chose de qualité. Bien sûr, moi les personnes qui sont sur la Race Cross France sont assurées, ils ont un GPS, ils savent qu'ils peuvent dormir au chaud tous les 400-500 km, parce que j'ai négocié avec les mairies, les gymnases. Donc quand tu fais la 2600 km, aujourd'hui, tu as 6 points où tu pourras dormir au chaud, te doucher. Ce qui n'existe pas ailleurs. Voilà, ce qui n'existe pas ailleurs. Donc je veux proposer effectivement ce genre de choses qui rassurent pour découvrir. Celui qui veut faire du bivouac, il peut le faire. Et celui qui veut un peu plus de confort, il a aussi cette possibilité-là. D'accord. Tu parlais de 15 € pour l'inscription de cette course-là. Pour une Race Cross France, un budget global avec une assistance en particulier, alors, combien ça représente? Je vais te donner les tarifs sur le 300 km, on a 99 € aujourd'hui. Voilà, parce que mais si quelqu'un veut se lancer dans le 2600 avec une assistance, combien cette personne-là doit prévoir? On est aujourd'hui à 990 ou 999 €. Avec une assistance, alors on pose beaucoup la question, parce que sans assistance, tu es à 349, donc il y a un delta, et on pose beaucoup la question pourquoi. Déjà, tu as cette question d'assurance, voilà. Les personnes qui participent avec assistance n'ont pas les mêmes besoins que sans assistance. Je te parle de roadbook, tu vois, c'est-à-dire qu'on va donner plus de roadbook papier. Parce qu'il y a aussi ce besoin-là, même si on a une trace GPS. C'est du travail en amont. Bien sûr, c'est toute une équipe qui a repéré. Je te donne un chiffre très simple et tu vas comprendre, c'est que pour repérer les 2600 km, j'ai 2 personnes de mon équipe qui ont fait 11 000 km en camping-car pour repérer.
11 000 km en camping-car pour repérer le tracé. Donc Voilà. c'est gage de qualité sur tout le parcours, le On va dans reboot, ce etc. sens-là. On va dans ce sens-là. Donc tu as effectivement t'as les GPS, tu as les assurances, tu as aussi on stick les voitures. C'est-à-dire que les gens qui viennent sur cette épreuve doivent trouver leur assistance, doivent trouver les budgets pour avoir des véhicules d'assistance. On ne fournit pas les véhicules. Mais par contre, on va sticker les véhicules pour protéger le coureur. C'est-à-dire que le véhicule qui suit le coureur, nous, on va faire en charge qu'il soit stické pour informer les véhicules qui partagent la route, que devant, il y a un coureur. Et si tous les véhicules ont ça, le conducteur va être plus sensible, qu'il peut croiser quelques kilomètres plus loin aussi un concurrent. D'accord. Concernant le budget total d'un participant qui voudrait participer avec assistance, parce que je sais que sur la RAM, c'est des budgets assez importants. Toi, tu parlais pour ton expérience de 27 000 €. C'est ça. Concernant la Race Cross France, ça représente combien de budget pour pas Et qu'une personne s'engage et soit surpris ouais, je pense que tu peux le savoir. Tu le sais très bien d'ailleurs, parce qu'on en a parlé, mais les épreuves en Europe sont moins coûteuses en termes de budget pour nous Européens que d'aller sur des continents comme l'Australie ou les États-Unis. Moi, aux États-Unis, mon budget avait été de 27 000 € et on était à des budgets européens les plus faibles. Une équipe autrichienne, elle a un budget de 70, 80 000 €, voire 100 000 € pour aller aux États-Unis. Et quelqu'un qui veut faire la Race Cross France et qui est en France ou en Europe, il faut qu'il constitue son budget comme la création d'une entreprise. Et aujourd'hui, je pense qu'avec assistance, tu es autour de 5 000 €, parce que c'est une semaine d'épreuve, ça veut dire deux véhicules d'assistance, ça veut dire des hébergements avant, des hébergements après, du carburant, de l'alimentation. Donc je pense que tu es à peu près autour de 5 000 €. Après, quelqu'un qui veut vraiment aller sur un maximum de confort pour son équipe et pour lui-même, avec un gros camping-car, avec du confort avant, du confort après, on peut monter à peut-être 8, 10, 10 000 €. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, mais je pense qu'au minimum, faut quand même avoir minimum 5-6 assistants autour de toi. Donc ça veut dire c'est de l'alimentation, c'est des nuits d'hôtel, c'est de l'hébergement. On est autour de, je pense, 5 000 €. Voilà. Et pour conclure, alors quel dernier mot tu as à partager pour faire venir les gens sur la Race Cross France C'est juste, je vais pas, même si c'est mon épreuve, je pense que chacun va sur l'épreuve qui lui correspond. Voilà. Tu as des gens qui vont aller sur une épreuve parce qu'ils aiment l'aventure. Chacun met sa touche personnelle. Comme tu as parlé de Chilcoot, il y a des Biking Man, il y a des TCR, il y a des Race Cross America, des Cross America. Chacun, même si c'est des courses d'ultra distance, je pense que l'organisateur, il met sa touche personnelle. Et moi, ma touche personnelle, c'est que je suis très proche des coureurs et je vis la course avec eux. Et je veux les mettre en avant. Tu voulais Je voulais la faire, c'est ça. Je voulais la faire au départ, c'est ça que je voulais dire. Vivre avec eux. Oui, parce que les gens qui l'ont fait en 2018 peuvent en témoigner. Moi, j'étais présent en haut du col de l'Iseran à 2h du matin, au sommet du Gros Ventoux à 4h du matin. J'ai dormi dans ma voiture seule pour les attendre parce que je les suivais sur GPS. En tout cas, je veux vivre la course avec eux et je veux les mettre en avant en communiquant énormément sur eux. En tout cas, quelqu'un qui vient sur mon épreuve, il a la garantie d'être mis en avant. Voilà. On va le faire témoigner, on va le faire parler, parce que je sais que c'est difficile de trouver des partenaires, je sais que c'est difficile de préparer ce type d'épreuve-là, et le retour qu'on peut avoir, c'est de la visibilité pendant l'épreuve. Et ça, je veux vraiment l'apporter à mes concurrents et la vivre avec eux, parce que j'aime ça, tout simplement. Merci voilà. Arnaud d'avoir partagé. Merci à toi de m'avoir invité à m'exprimer, c'est cool. Merci beaucoup. Merci. Allez. Voilà, c'était l'interview d'Arnaud Manzanini, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, j'essaierai de trouver d'autres personnes à interviewer qui parleront de leur expérience sur le bikepacking et des éventuelles courses qu'ils ont réalisées. Passez une très bonne journée et à bientôt.